Alors, je m'appelle Michèle Martineau, j'ai 30 ans, je suis originaire de la Guadeloupe. Ça fait 6 ans que j'ai quitté donc la Guadeloupe pour le Canada et je suis actuellement doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Ma thèse porte sur la question identitaire et statutaire en Guadeloupe de 2003 à 2009. Donc, c'est vraiment une thèse qui est ancrée dans l'actualité, vu les événements qui se passent en Guadeloupe. Et donc, j'essaie déjà de répondre à la question pourquoi les Guadeloupéens favorisent le statu quo face à l'autonomie et l'indépendance. Et je tente de démontrer en quoi la focale identitaire a un impact sur l'avenir politique et donc dans le choix des Guadeloupéens à soit favoriser le statu quo, l'autonomie ou l'indépendance. Ça c'est surtout suite à une expérience personnelle. En fait, j'étais partie en vacances avec mes parents en France. C'était d'ailleurs ma première fois, c'était en 2011. Et lorsque je suis arrivée, en fait, je me suis pas sentie à l'aise. Je me suis dit, c'est pas là que je me vois vivre, poursuivre mes études. Je savais qu'il fallait que j'aille ailleurs autre que la France. Alors, c'est sûr que j'ai pas pensé à la Caraïbe de suite, mais le Canada m'a toujours attirée parce que déjà, j'avais envie de vivre une expérience à l'américaine, même si je suis dans la province du Québec, mais tout en préservant justement la langue française parce qu'à l'époque, je pratiquais pas encore bien l'anglais comme c'est le cas actuellement. Et j'ai réfléchi aussi notamment au niveau du décalage horaire, etc. Sachant que là, en fait, il y a 1 heure de décalage entre Montréal et la Guadeloupe. Donc, c'était surtout par rapport à ça. Et puis, je me suis dit, et j'avais déjà entendu aussi parler de certaines universités, notamment l'UQAM, là où j'ai commencé en fait mes études, qui était réputée pour être une bonne université. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pris la décision de m'en aller vers le Canada. Alors, d'où est partie l'idée de l'identité caraïbe? Alors, il y a 2 points. Dans un premier temps, d'un point de vue, je dirais, académique, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de centre de recherche concernant les études caribéennes. Et lorsque j'ai écrit mon mémoire, notamment sur la départementalisation et donc la question nationale en Guadeloupe de 1950 à 90, j'avais peu de documents à ma disposition sur place pour pouvoir effectuer correctement ma recherche. Donc, j'ai dû partir. J'ai même emprunté des bouquins qui se trouvaient à l'université de Yale, donc à New York, etc. Et je voyais également qu'il y avait peu d'experts sur la région ici au Québec. Si je quitte le Québec, par exemple, pour aller à Toronto, là, je sais que dans le cadre de la Caraïbe anglophone même, je vais trouver beaucoup plus d'experts. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. Donc, c'est déjà pour combler ce manque-là. Et d'un point de vue personnel, en fait, ma mère, elle a été adoptée à l'âge de 5 ans. Elle a perdu sa mère biologique à l'âge de 3 ans, son père à l'âge de 15 ans, sa mère adoptée à l'âge de 23. Et elle n'a jamais été en mesure, en fait, de savoir d'où elle venait, qui elle était, elle n'a jamais pu rencontrer ses grands-parents. Donc, ce manque identitaire, ce vide, même si elle a pu, on va dire, le combler, en se mariant et en ayant 2 enfants, dont moi, elle me parle toujours de ses parents, elle me parle toujours du fait qu'elle ne sait pas d'où elle vient, quelles sont ses origines. Donc, c'est aussi le fait de voir ma mère, justement, quelque part souffrir de ce manque identitaire qui m'a poussé en fait à créer ce blog-là. Alors, le blog traite essentiellement des questions nationales, ethniques et identitaires de la Caraïbe et de sa diaspora. Je fais toujours un parallèle là aussi avec la géopolitique caribéenne, parce que ça s'inscrit en fait dans mes intérêts de recherche. Et donc, en fait, j'essaie de vulgariser tous les articles scientifiques qui traiteraient des Antilles françaises, de la Caraïbe anglophone. Donc, non seulement c'est pour donner une certaine visibilité de ces travaux-là au grand public, mais aussi
de leur faire découvrir l'histoire de la Caraïbe, puisqu'on s'entend qu'aux Antilles françaises, on n'a pas eu cette opportunité-là, puisqu'on a été baigné, on va dire, dans la culture française par le bien d'éducation. Et on connaît très peu d'histoires ou d'événements qui se sont déroulés autour de nous. Donc, c'était vraiment pour moi une volonté de mettre tout cela en avant et donc essayer d'apporter le plus que possible d'éléments historiques à la population antillaise francophone pour qu'elle puisse savoir ce qui se passe autour d'elle. La Caraïbe, pour moi, alors, je vais faire appel à Deleuze et Guattari, qui sont deux philosophes français et qui ont mis en avant l'identité rhizome. L'identité rhizome qui a été repris par Édouard Glissant lorsqu'il a défini, conceptualisé donc, le concept de créolisation. Donc, pour moi, la Caraïbe, elle est créole, elle est multiple. C'est sûr qu'on entend qu'il faut mettre en avant, par exemple, l'africanité dans certaines populations, etc. Mais pour moi, je ne peux pas nier le fait qu'il n'y a pas uniquement que des Afro-descendants. Il y a des Indo-Guadeloupéens, Indo-Trinidadiens, il y a la communauté syro-libanaise, asiatique. Voilà, pour moi, c'est comme si le monde, en fait, se retrouvait sur ce tout petit territoire qui est la Caraïbe et qui est à la fois complexe de par son histoire, mais riche de par sa culture. Je pense qu'il faudrait faire une différenciation entre la Caraïbe anglophone et la Caraïbe francophone. Je trouve, à mon sens, que la Caraïbe anglophone est en avance sur ces questions-là, que très tôt, ils se sont posés les questions basiques, à savoir qui nous sommes, comment on se définit, quelles sont nos origines, etc. Comment on fait pour mettre en valeur notre histoire, notre mémoire collective, alors que dans la Caraïbe francophone, étant donné qu'on est pris entre la francité, les concepts de créolisation, de créolité, de négritude, afrocentricité, tout ça, en fait, crée une sorte de flou. Et étant donné que l'éducation qu'on a reçue et qui mettait uniquement en avant la culture française, et donc on a omis l'histoire mémorielle donc de la Guadeloupe, de la Martinique, fait que c'est beaucoup plus compliqué, à mon sens, pour nous, Antillais francophones, de pouvoir se définir. Comme je le disais, c'est un peu ce que ma thèse essaie de démontrer, c'est que cette complexité identitaire a vraiment un impact après sur l'avenir politique, nos choix en tant que est-ce qu'on est guadeloupéen ou est-ce qu'on se soit français avant, etc. Et je trouve que dans les Caraïbes, la Caraïbe anglophone, il n'y a pas cette difficulté-là parce qu'ils ont pris justement, ils se sont émancipés déjà dans un premier temps. On l'a vu encore avec la Barbade qui s'est complètement distanciée de la couronne britannique. Donc, il y a vraiment justement cette valorisation de l'émancipation identitaire qu'ils ont réussi à travailler et donc à mettre en avant que nous, on a toujours du mal en fait à travailler là-dessus. Comment je pourrais définir la créolisation? C'est la rencontre de plusieurs cultures. De cette rencontre, il y a une destruction de toutes ces cultures pour créer une seule et unique culture. Donc, c'est tout ce qui a trait au métissage, à l'hybridité. Ça va au-delà, c'est transfrontalier, transnational. Comme disait Édouard Glissant, c'est en rapport avec la question de la relation du tout monde. Et c'est sûr que là, on fait appel à la version, je dirais, antiano-française du concept de créolisation. Mais si on retourne dans la littérature, en fait, c'est Edward Cameau Brathwaite qui est un écrivain trinidadien qui a mis en avant ce concept de créolisation dès les années 70-80
où il démontrait en fait comment le concept de créolisation part de la construction de la société caribéenne, donc qui est une société créole, et donc les rapports entre l'esclave et l'esclavagiste, donc pour essayer de créer une sorte, pas d'unité, mais d'harmonie, je dirais, permettant in fine la création d'une société caribéenne. Donc, c'est sûr que si on va parler du concept de créolisation en Guadeloupe, ça n'aura pas le même impact, par exemple, dans la Caraïbe anglophone. Je prends par exemple le cas de Trinité et Tobago. À l'époque où on était dans le processus de décolonisation et donc d'indépendance, on avait Eric Williams, donc, qui était le premier ministre trinidadien à l'époque, qui a tenté, lors de la construction de la nation trinidadienne, de prendre le concept de créolisation et de l'insérer dans le politique. Donc, il voulait créer une forme, il voulait unir la nation trinidadienne entre les Afro-Trinidadiens et les Indo-Trinidadiens. Sauf que les Indo-Trinidadiens, qui sont perçus en fait comme étant la minorité de la nation trinidadienne, eux n'ont pas accepté ce concept-là, puisque déjà dans un premier temps, les Afro-Trinidadiens sont considérés comme créoles, contrairement à nous, par exemple, aux Antilles françaises, où on va prendre le béquet comme étant, ayant cette terminologie-là. Donc, les Afro-Trinidadiens qui se considèrent comme créoles s'identifient plus au concept de créolisation. Et les Indo-Trinidadiens, eux, voyaient tout simplement le fait que, étant donné déjà qu'ils sont une minorité, on ne les considère pas comme créoles, ça viendrait pour eux à abandonner leur culture, leur tradition pour s'assimiler dans l'identité collective que voulait créer M. Williams. Et donc, pour eux, il était hors de question d'abandonner toutes leurs coutumes et traditions au profit de la création d'une identité collective. Donc, ils ont bataillé durant plusieurs années jusqu'à ce que Eric Williams et, donc ses confrères finissent par abandonner le concept de créolisation au profit du multiculturalisme, donc c'est-à-dire reconnaissance de toutes ces cultures pour permettre de savoir vivre ensemble, etc., etc. Donc, c'est sûr que quand on regarde bien, euh, la créolisation, comment on la voit chez nous aux Antilles françaises et comment elle est perçue euh, dans les îles anglophones, et je pense surtout le cas de Trinité et Tobago, c'est vraiment, il faut faire une distinction. Alors, je pense que là, il faudra regarder, par exemple, au niveau de la politique française. Donc, comment la politique française gère ses anciennes colonies devenues départements et quels sont les moyens, en fait, qui sont mis en place pour maintenir ces départements français au sein même de la France. Donc, ça veut dire que ben, quand on regarde le cas de la Guadeloupe, qui est encore un département français, tout est fait pour qu'on puisse, de par l'éducation, les politiques économiques, sociales, foncières, tout est fait justement pour intégrer au maximum ce territoire au sein de la France et donc empêcher des partenariats avec les autres voisins de la Caraïbe. Je sais qu'encore très longtemps, la Guadeloupe ne faisait pas partie de la CARICOM ou encore de l'Organisation des États de la Caraïbe. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont partenaires associés, mais ce n'est pas, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas la même force en termes de pouvoir décisionnaire, contrairement à leurs voisins de la Caraïbe qui sont indépendants. Donc c'est sûr que c'est par exemple une avancée, donc ça veut dire qu'il y a une certaine évolution, mais quand on regarde les politiques qui sont mises en place au niveau de Paris, c'est sûr que tout est fait pour essayer d'isoler, mine de rien, les Antilles françaises par rapport au reste de la Caraïbe. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de voyager, par exemple, à la Dominique ou encore à la République dominicaine. On va toujours nous prendre, nous, Antillais francophones, pour des personnes qui ont un train de vie complètement différent. Voilà, c'est comme si c'était un autre monde, en fait. Alors que nous sommes sur le même bassin,
nous partageons quand même certaines histoires communes, etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment regarder au niveau de qu'est-ce que je n'ai pas envie de dire le colonisateur, mais oui, qu'est-ce que le colonisateur met en place en termes de politique pour maintenir cette relation-là et donc continuer à nous isoler sur le reste de la Caraïbe. Alors, je sais de par mes connaissances qu'il y avait une volonté de créer une sorte de fédération des États de la Caraïbe. Je crois que c'était dans les années 70-80. Sauf que ça n'a pas marché pour différentes raisons, notamment des divergences du point de vue de la culture, des politiques, etc. Alors, c'est sûr que ça fait un moment que ça a eu lieu. Donc, le projet a été avorté au final de compte. Euh, mais je pense qu'il y a quand même moyen de voir dans les années à venir une Caraïbe qui s'illustre à l'international. Elle le fait déjà. C'est sûr qu'on ne la voit pas souvent parce que on va parler d'autres régions qui sont plus dans l'actualité. Mais je l'ai toujours dit d'ailleurs, s'il est important, à mon sens, de regarder ce qui se passe dans la Caraïbe, que ce soit du point de vue des relations internationales, du point de vue de la culture, de la sociologie, de l'écologie. Madame Motley, qui est premier ministre de la Barbade, elle a donné un discours poignant et très, pas virulent, mais fort à la COP26 sur les questions du climat et du changement climatique. Donc, je me dis que sur ces différents thèmes, il y a moyen. Le tout, ce serait qu'il y ait vraiment, comment je pourrais dire ça? Ce serait vraiment qu'il y ait une alliance, euh, que ce soit avec les États de la Caraïbe qui sont indépendants et ceux qui ne le sont pas aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États non indépendants, qu'ils soient français, anglais, néerlandais, parce qu'il n'y a pas que nous qui sont dans cette situation de statu quo, que leur voix puisse être entendue, bien entendu. Bien sûr. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Euh, Quand on remonte un peu dans l'histoire, la Guadeloupe, à un moment donné, a failli être cédée aux États-Unis. Ça, peu de gens le savent. Moi, j'ai essayé d'ailleurs de trouver des documents, mais c'est pas facile de les trouver sur Internet. Mais la Caraïbe est un point géostratégique d'une grande importance. Je pense que justement, si la France ne veut pas lâcher ses territoires, c'est parce que quand on regarde en termes de puissance maritime, la France se classe, je crois, deuxième ou troisième au niveau mondial, uniquement avec la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth. Donc ça, c'est déjà un atout. On s'entend aussi que, ben, par exemple, quand on remonte dans l'histoire, il y avait l'assassinat de Rafael Trujillo, qui était l'ancien dictateur de Saint-Domingue. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Au niveau d'Haïti, on n'en parle pas souvent, mais il y a une mainmise notamment sur les organisations internationales et puissances mondiales sur cette région-là qui aussi détient quand même des minéraux d'une rareté qu'on ne va pas trouver ailleurs. La Caraïbe en soi, même si on ne la voit pas comme ça, comme je le dis souvent, c'est un tout petit territoire, un tout petit espace, mais qui possède de grandes richesses. Et c'est sûr que sans ces territoires-là, pour le cas de la France ne serait pas à son stade actuel. Donc, j'aimerais justement que les universités, je prends le cas par exemple des universités québécoises, le monde académique québécois, s'intéresse un peu plus à cette région-là, notamment dans le cadre des relations internationales, parce qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Les partenariats, je sais que la Chine aussi, mine de rien, commence à investir aussi dans la Caraïbe, que ça soit en Jamaïque, que ça soit à la Barbade. Donc, c'est vraiment une région qui serait, à mon sens, important de se focuser. Parce que je pense que pour les prochaines années, notamment avec les partenariats issus des pays tels que la Chine ou autres,
il va falloir étudier, analyser un peu les partenariats économiques, politiques, etc., qui sont en train de se mettre en place. C'est justement cette histoire qu'on ne m'a pas inculquée par le biais de l'éducation nationale et donc j'ai appris grâce à mes propres lectures, mes propres recherches. J'aimerais justement casser cela parce que j'ai le sentiment malheureusement que l'éducation nationale française ne permet pas une certaine valorisation de notre histoire aux Antilles françaises. Nous sommes encore effacés des livres d'histoire et de géographie, notamment ce qui concerne la colonisation, les processus de décolonisation avortés, etc. Donc, c'est déjà un premier point et j'estime que l'histoire, quand on la connaît, nous permet de construire notre identité. Lorsqu'on a tous les éléments en place, lorsqu'on sait d'où est-ce que l'on vient, qu'est-ce qui s'est passé en telle année ou en telle année, ça nous permet de nous construire, ça nous permet de créer un équilibre, ça nous permet de faciliter cette représentation du soi, cette construction du moi. Voilà, pour moi, l'histoire, quand on la divulgue dans sa totalité, sans omettre aucune partie, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, permet in fine, à mon sens, à un individu de se connaître, qui après pourra prendre décision de son avenir, que ce soit au niveau politique et sociétal de son île. Et à ce moment-là, dire clairement, donner sa position, à savoir est-ce qu'il est pour une autonomie, une indépendance, etc. Si on ne fait pas ce travail de vulgarisation historique, de vulgarisation de cette conscientisation, ce travail d'éducation, c'est sûr que, comme je le dis souvent, on verra pas des relents, mais des conséquences non négligeables sur la construction identitaire, notamment aux Antilles françaises, et toutes les questions liées aux politiques après. Alors, mon regard a changé. Quand je suis partie de la Guadeloupe, je voulais absolument couper les ponts. J'avais vécu certaines expériences et il était pour moi nécessaire de recommencer à zéro dans un autre pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne voulais pas aller en France parce que pour moi, c'est comme si je répétais la même chose. Il fallait absolument pour moi que je casse tout ce que j'ai vécu, toutes mes expériences liées à la Guadeloupe, à la France. Il fallait que j'aille absolument ailleurs. Donc, j'ai eu un certain désamour malheureusement pour mon île à un moment donné quand je suis partie. Mais quand j'ai commencé à faire ma maîtrise, et notamment j'ai commencé à écrire sur la question nationale de la départementalisation, c'est là où je me suis vraiment intéressée à la Guadeloupe, à son histoire. C'est là où j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. C'est triste à dire, mais c'est quand je suis arrivée ici à Montréal, dans une université québécoise, que je me suis documentée et donc j'ai appris certains événements historiques qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe. Et c'est sûr que maintenant, je continue d'écrire sur la Guadeloupe dans le cadre de ma thèse. Et en fait, je me suis rapprochée de mon île, mine de rien. Ça peut paraître paradoxal, mais en ayant quitté la Guadeloupe, je me suis jamais sentie autant guadeloupéenne. Avant, je ne me définissais pas comme étant une guadeloupéenne. Je disais juste que j'ai la nationalité française et ça s'arrête là et que je suis née en Guadeloupe. Mais là, en vivant au Canada et même si je suis physiquement éloignée de mon île, j'affirme mon identité. C'est quelque chose, mine de rien, qui m'a aidée dans mon processus justement de construction identitaire, d'affirmation du soi et d'affirmation de mon histoire. Donc oui,
J'ai eu un désamour au début, mais la relation a évolué. Maintenant, j'ai un amour inconditionnel pour mon livre. Wow. Alors, moi, j'ai par exemple à côté de moi la Fabrique des identités d'Audrey Célestine. Elle fait une comparaison entre la diaspora antillaise basée en France et celle de Puerto Rico basée à New York. Et donc, elle essaie de démontrer comment, en quoi ces communautés-là ont un impact aussi sur la construction identitaire, la valorisation de l'identité et de la culture caribéenne, qu'elle soit francophone, hispanophone. Ensuite, un autre livre, j'en ai tellement. Indépendance créole. Voilà, j'ai un autre livre aussi. Indépendance créole de François-Xavier Guilherme. Lui, il revient vraiment sur la période justement du mouvement indépendantiste en Guadeloupe et en Martinique durant les années 70-80 que j'appelle les années dorées du mouvement indépendantiste nationaliste, pardon. Et c'est vraiment un livre qui m'a inspiré justement dans la rédaction de mon mémoire où lorsque je faisais tout l'aspect, enfin, je décrivais un peu le mouvement et donc leurs actions autour des années 70-80, notamment par le biais de la lutte armée. On retrouve aussi, parce que j'ai parlé un peu sur Identité Caraïbe, de l'invasion américaine à la Grenade. Et il en parle justement aussi parce que il y a quelque part une participation implicite de la Guadeloupe dans cet événement-là. Et un troisième livre, hmm, un troisième livre, j'en ai tellement. Euh, si j'essaie de rester dans l'actualité, je dirais La Guadeloupe en bouleverse, qui est un ouvrage collectif de plusieurs auteurs, que ce soit des penseurs, des acteurs de la société civile, des universitaires, et qui reviennent sur les événements de 2009 pour comprendre un peu ce qui s'est passé, toute cette question liée à l'identité, qu'est-ce que le collectif LKP demandait. Et pour moi, travaillant donc sur la question identitaire allant de 2003 à 2009, pour moi, c'est une continuité dans ce qui se passe actuellement, puisqu'il y a des revendications qu'on a vues venir et qui étaient déjà présentes par le passé, donc en 2009, qui sont encore malheureusement présentes. Donc, ce serait aussi une façon pour les personnes qui ne sont pas issues de la communauté antillaise et qui cherchent un peu à comprendre ce qui s'est passé, notamment en 2009, parce qu'on fait souvent le parallèle, de comprendre un peu quelles étaient les revendications à l'époque, pourquoi il y a eu une telle montée, une telle revendication populaire en 2009 et pourquoi en 2021, même si le contexte est légèrement différent, on retrouve ces mêmes problématiques dans la crise sociale que nous traversons actuellement. Pour moi, si on veut se connaître en tant qu'individu, il faut savoir, euh, il faut s'éduquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de ce que l'éducation nationale nous inculque, que ce que la télé peut nous apporter comme information. Il faut aller au-delà de tout ça. Il faut chercher, il faut fouiller, faut développer le sens de la curiosité. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on ne sera jamais en mesure de savoir qui nous sommes réellement et on ne sera jamais en mesure de se positionner clairement sur ce qu'on souhaite pour la Guadeloupe et son développement politique, économique et social. Donc, il est clair pour moi, l'éducation, l'éducation personnelle, l'éducation qui va au-delà donc des formes traditionnelles, pour moi, c'est quelque chose qui est vital. C'est ce qui m'a permis en fait d'arriver là où je suis, de par mes lectures personnelles, de par mon intérêt pour la région Caraïbe, la Guadeloupe, de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à telle ou telle époque,
euh, de développer le sens de la curiosité que j'utilise maintenant dans le cadre de mes études. Si ce n'était pas pour ça, je ne pense pas que je serais arrivée jusque-là. Donc, je voudrais vraiment que la population, peu importe le temps auquel ils y consacrent, euh, je voudrais que la population puisse développer ce sens de la curiosité pour s'instruire et mieux comprendre les enjeux, surtout politiques, économiques, sociales, culturelles que nous connaissons actuellement aux Antilles françaises.